Bonjour à toutes et tous, bienvenue donc dans cette nouvelle séance du séminaire et je vais tout de suite passer la parole à Malika Temar que nous remercions d'avoir accepté de présenter aujourd'hui son travail et en particulier son travail autour du discours philosophique. Donc Malika a des contraintes et donc nous allons avoir une séance un petit peu plus courte et c'est la raison pour laquelle je vais te donner tout de suite la parole, Malika. Ouais. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Voilà, effectivement, je suis un peu désolée parce que je suis actuellement à Dunkerque pour une réunion de travail pédagogique. Et malheureusement, il n'y a plus de train, c'est la tempête. Et l'idée, c'est de ne pas rester coincée ici. Et du coup, ma seule possibilité, c'est de quitter Dunkerque là, à 15 heures. Et donc, du coup, je vais essayer d'aller, de vous faire une présentation, mais qui sera un peu plus courte que prévu, mais qui laisse quand même la place aux échanges avec vous, parce que c'est ce qui me paraît le plus intéressant aussi, c'est d'engager un échange avec vous. Donc, alors, pour commencer, en fait, je vais me présenter rapidement. Voilà, donc je suis Malika Temar, je suis maître de conférence HDR. J'enseigne à l'université de Picardie-Jules Verne à Amiens et je suis en fait rattachée au laboratoire de Sorbonne Université qui s'appelle le STI, Sens, Texte, Informatique, Histoire. Voilà. Alors, je suis contente, d'une certaine manière, d'être un peu parmi vous, même à distance aujourd'hui. Et je vais commencer par présenter un petit peu mes recherches, mais très brièvement. Donc, en fait, j'ai suivi un double cursus en lettres et en philosophie. Je mentionne ça parce qu'en fait, mes travaux sont vraiment très marqués par le croisement de ces deux disciplines et par ma participation à un groupe de recherche qui s'appelle le GRADPHI, le groupe d'analyse du discours philosophique, qui a été créé par Dominique Mingnaud et Frédéric Cossutta. Ça fait longtemps maintenant, puisque c'était en 99. Voilà. Et en fait, je me suis engagée dans l'analyse du discours philosophique depuis la maîtrise. Ma thèse portait sur le recours à la fiction dans le discours philosophique, notamment chez Condillac et Descartes et Merleau-Ponty. Et dans le sillage de cette thèse, qui est parue en 2013 aux éditions Lambert-Lucas, j'ai publié de nombreux articles sur les formes expressives de la philosophie, des textes qui portent aussi bien sur la fiction que sur d'autres problématiques qui touchent à l'écriture philosophique, comme la question de la méta-énonciation, l'aphorisation, la glose, le genre. Et plus récemment, en fait, je me suis intéressée à la question de l'oralité chez Derrida. Voilà, j'ai écrit un article qui est paru dans la revue Genesis à ce sujet. Et en fait, mes travaux comportent par ailleurs deux autres volets de recherche. Enfin, un autre pan de ma recherche porte sur le discours médiatique. Une partie de mes travaux porte en effet sur le discours médiatique, plus précisément sur le fait littéraire, sur la représentation de l'écrivain dans la presse écrite et sur la réinscription dans la presse du discours économique universitaire. Et enfin, mon inédit d'HDR portait sur la philosophie dans les médias. Mon souci est, en fait, à travers en fait, cet axe de réflexion, de voir comment circule le discours académique en dehors de l'université. Et puis, il y a un dernier ensemble de textes sur lesquels j'ai travaillé qui a une visée plus générale, notamment, on pourrait dire, épistémologique et méthodologique. Et dans ce volet de recherche, ce qui est engagé, c'est une réflexion sur l'intersection, le croisement entre des disciplines, des champs, aussi bien l'analyse du discours que le domaine des SDL, enfin des sciences du langage. Voilà. Et en fait, donc voilà, il y a trois orientations comme ça qui ont un petit peu, qui pourraient
être représentative de mes champs d'intérêt, en fait, dans la recherche. Et puis, je termine quand même cette petite présentation oui, alors Christine, effectivement, j'avais mis un petit peu des exemples de travaux collectifs autour justement de réflexions épistémologiques et méthodologiques sur l'analyse du discours. C'est effectivement le livre co-dirigé avec Simone en 2007, mais qui a été traduit ensuite. Et puis, il y a aussi plus récemment, voilà, Texte et discours en confrontation dans l'espace européen. Voilà. Oui, je voulais juste terminer ma présentation avec ces ultimes précisions qui sont liées à l'animation de la recherche. Dire ici que je suis secrétaire générale de l'Association des sciences du langage et que dans ce cadre, j'anime avec mes collègues du bureau plusieurs événements scientifiques qui touchent aux questions des sciences du langage. En fait, je mène au sein de l'association un travail collectif qui consiste à faire représenter les différents paradigmes scientifiques des sciences du langage et à faire tenir par là à l'association son rôle de représentation en fait, des sciences du langage, en faisant de cette instance un lieu d'échange sur le devenir de la discipline et sur les conditions à réunir pour que sa place dans l'université soit assurée. Et ces dernières années, voilà, pour dire un mot là-dessus, l'intérêt de l'ASL a porté un intérêt particulier à la question de, entre guillemets, l'utilité des sciences du langage dans le monde actuel, avec la diversité des formes, de la demande sociale autour des sciences du langage. Et en fait, dans ce cadre, on a cherché à impulser collectivement de nouveaux rendez-vous autour des sciences du langage, tels que des tables rondes, des débats, etc. Donc, dans des thématiques qui sont censées être plus ancrées dans une actualité sociologique et politique. Et puis voilà, petite annonce, là, on est en train de préparer un congrès au mois de juillet, le 5 et 6 juillet, qui s'appelle c'est un congrès professionnel des linguistes. Donc, en fait, voilà, vous êtes d'ailleurs bien sûr invité à y participer, il est encore temps. Voilà, bon, bref, je ferme ce volet de présentation et puis j'espère du coup qu'avec ce que je viens de vous dire, vous allez pouvoir un peu mieux situer un petit peu d'où je parle. Voilà. En fait, aujourd'hui, en tout cas, je suis là pour vous parler du discours philosophique, mais avec un regard différent. Donc, en fait, le discours philosophique a souvent été décrit comme un discours argumentatif par essence. Et il s'agira ici, dans cette présentation, de chercher à aller en fait au-delà de la dimension qu'on pourrait considérer comme purement argumentative de l'écriture philosophique. En tout cas, si on entend par cette dimension le recours à des opérations argumentatives marquées notamment par des connecteurs logiques, etc. En fait, ici, je vais essayer, bien sûr, de vous parler des formes expressives de la philosophie, mais dans la mesure où elles ne sont pas limitées justement à l'argumentation, en essayant d'envisager le discours philosophique comme un ensemble de textes variés qui a recours à différents genres, aussi bien le dialogue, le traité, la méditation, etc. Mais en fait, je vais essayer de vous proposer ici très spécifiquement, et dans le temps dont malheureusement je dispose, qui est un peu plus court que prévu, l'analyse d'une émergence de la philosophie pour le grand, une proposition d'analyse d'une émergence de la philosophie pour le grand public. Et c'est celle qui apparaît dans les entretiens de presse. Voilà, donc en fait, je vais vraiment axer mon attention là-dessus. Je devais essayer de reparcourir avec vous un petit peu les catégories d'analyse du discours philosophique qui sont utilisées justement par ce groupe de travail là, Kusuta Mangno depuis 1999, mais je vais passer là-dessus parce que il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver à ce sujet. Et puis je préfère en fait me concentrer sur une étude qui sera plus actuelle en fait, puisque je vais essayer avec vous
d'analyser un exemple d'émergence de la philosophie aujourd'hui dans la presse. Alors, c'est un choix qui est motivé par plusieurs choses, en fait. D'abord parce que j'ai travaillé, j'ai consacré tout mon inédit d'HDR sur les formes d'écriture que prend la philosophie quand elle est adressée au grand public dans la presse française, en me demandant d'ailleurs s'il y a un lien de continuité entre ce qu'on pourrait appeler la philosophie source et la philosophie grand public. Et parce que aussi, c'est une question qui, de toute façon, en général, est importante en France, compte tenu de la scène médiatique française qui, plus qu'une autre scène, il me semble, a tendance à donner la parole aux philosophes autour de questions, je dirais, brûlantes de l'actualité. En tout cas, le philosophe a son mot à dire dans cette scène nationale, on va dire. Hein. Et puis, évidemment, on pourrait comparer ce phénomène de l'importance des médias, de la philo dans les médias avec d'autres contextes. Mais bon, je ne le ferai pas ici. Mais en tout cas, voilà. Donc, je me lance dans ce que j'avais prévu de vous présenter et qui vraiment porte là-dessus. Donc, sur la philosophie dans la presse écrite. Donc voilà, je voulais juste rappeler qu'en France, le discours philosophique existe d'abord comme discours académique et il a la plupart du temps été étudié avec pour modèle pour seul modèle ce type de discours, ce qui présuppose qu'un discours philosophique ne peut s'analyser qu'en adoptant le cadre restreint d'une discipline constituée. C'est-à-dire, voilà, quand on est philosophe, on travaille sur le discours philosophique et c'est toujours depuis sa propre discipline scientifique qu'on va aller vers l'analyse d'un discours qui lui-même est dans la discipline. En fait, voilà, moi je souhaiterais ici élargir cette perspective pour tenir compte du fait que la philosophie s'est aussi très largement exportée hors des frontières strictes de l'enseignement et de la recherche. Une forte demande de la philosophie de la part d'un large public lui confère, par exemple, une place de plus en plus grande dans la sphère médiatique. Et on constate que rares ou voire inexistantes sont les études qui s'appuient sur les formes d'écriture adoptées par la philosophie quand elle sort justement de ces circuits de communication habituels et se voit adressée au grand public par la médiation de multiples supports qui peuvent être aussi bien des entretiens radiophoniques que télévisés, des journaux, des revues philosophiques, grand public, etc. Et en fait, cette contribution ici, elle propose une analyse discursive des entretiens, interviews ou rencontres, c'est comme ça que les journaux les désignent, avec un philosophe que publie la presse écrite française. Ils s'inscrivent dans un cadre plus large que je dois rappeler ici, c'est celui du recours journalistique aux paroles rapportées, aussi bien sous la forme de citations que d'interviews ou encore de tribunes. Et comme on sait, l'une des particularités du discours journalistique consiste en effet, comme le rappelle d'ailleurs Sophie Moirand dans son ouvrage de 2009, à se faire le carrefour de plusieurs voix, en mettant en scène des paroles d'experts. Alors, dans le texte philosophique, dans le texte de presse, la parole philosophique fait partie d'un ensemble comprenant aussi bien, et je dirais à part quasi égale, celle du sociologue, de l'historien, de l'économiste, du psychologue, et de manière plus ponctuelle, peut-être de l'ethnologue, du politologue, de l'anthropologue. Et en fait, on trouve bien sûr pas mal de travaux sur la manière dont le discours des sciences humaines et sociales se trouve transposé dans la presse. Alors, je citerai bien sûr ici Habermas, sur 1962, sur la publicisation des savoirs, mais aussi Éric Neveu, sur les usages et les effets de l'importation des travaux des sciences humaines et sociales dans l'espace public, mais en fait, on ne trouve pas l'équivalent pour la philosophie.
La parole philosophique a certes donné lieu dans les médias à plusieurs recherches portant sur la figure de l'intellectuel engagé ou sur celle du penseur, mais non à une analyse de la manière dont cette parole est, je dirais, concrètement mobilisée. C'est-à-dire ici, il s'agit concrètement de se demander que demande-t-on aux philosophes lors d'un entretien de presse? Est-ce qu'on s'entretient d'une manière particulière avec lui sur une question brûlante de l'actualité? Quel portrait en construit-on à travers les questions qui lui sont posées lors de l'entretien? Ces questions le placent-ils en position de conseiller ou d'expert ou encore de prophète? Et plus largement, dans quelle mesure l'entretien de presse peut nous éclairer en partie sur le rôle du philosophe dans le débat public, voire sur le rapport du philosophe à son époque. Alors, justement, dans ce qui va suivre, je propose ici d'apporter des éléments de réponse à ces questions à partir d'une étude que j'ai menée sur des entretiens suscités par la presse médiatique française, aussi bien la presse quotidienne nationale que la presse magazine, dans lesquels le philosophe est interviewé sur des questions d'actualité. Et j'ai choisi de rassembler ici une série d'articles dans lesquels un philosophe est interrogé sur les attentats terroristes sur une période donnée. Alors, je vais procéder par points successifs, en fait. Je vais m'arrêter dans un premier temps sur le cadre de l'entretien journalistique, comme genre textuel, ça sera assez rapide, puis sur les modes de prise en charge énonciatifs qui sont à l'œuvre dans les entretiens avec les philosophes dans la presse, ce qui me permettra de me demander si, pour répondre aux journalistes sur la question du terrorisme, le philosophe parle d'une manière, par exemple, impersonnelle, comme analyste, ou alors en son nom propre, ou encore au nom d'une autre instance qui pourrait être, par exemple, la philosophie. Et en fait, je m'arrêterai ensuite sur les 3 spécificités de ce type d'entretien que j'ai pu dégager. Alors, je vous les donne ici. Donc, la première, c'est celle de multiplier les modalités déontiques et l'appel aux valeurs. Cette particularité sera mise en regard avec l'étude du type de questions posées systématiquement aux philosophes par les journalistes qui construisent une image stéréotypée du philosophe en l'érigeant notamment en prophète. On verra un petit peu ça. Alors, deuxième élément, deuxième point que j'ai pu dégager, donc c'est la question qui consiste à avoir... Enfin, ce que j'ai pu remarquer, c'est que souvent, dans ces textes, on a recours aux définitions de mots, à une réflexion sur le lexique. Le philosophe, plus que n'importe quel autre expert, aurait tendance à vérifier le rapport entre le mot et la chose. Et puis, troisième spécificité, c'est celle de comporter de nombreux passages réflexifs qui pensent le rôle de la philosophie pour penser l'événement. Voilà. Donc, voilà les 3 principaux points que j'ai pu dégager. Mais voilà, je commence donc mon analyse par donc un premier point sur l'entretien de presse comme genre. Donc, juste quelques rappels sur le cadre de l'entretien de presse comme genre textuel. Pour dire qu'en apparence, 2 instances sont en jeu dans l'entretien, l'intervieweur journaliste et le philosophe interviewé. Mais en vérité, cette scène d'énonciation est composée de 3 instances discursives, puisque le lecteur, bien qu'absent, fait bel et bien partie du dispositif. C'est en effet au nom du lecteur que tout le dispositif de l'entretien fonctionne. C'est le lecteur qui le formate, puisqu'il s'agit de lui rendre accessible des idées, une pensée. Alors, on peut parler d'une certaine manière d'un faux dialogue, d'une fausse impression de spontanéité, puisque, comme vous le savez, tout est retravaillé. Quand il y a un entretien en direct, il est vérifié par l'interviewé. C'est donc un texte déjà très particulier puisqu'il est semi-oral et voire totalement réécrit. Dans cette dynamique de l'entretien, des places et des rôles se dessinent. On pourrait dire une sorte d'éthos se construit aussi dans cette forme d'hétérogénéité énonciative.
On le verra tout à l'heure dans le jeu des questions-réponses aux philosophes. Le journaliste, à travers ces questions, construit une image du philosophe à qui il s'adresse. Il faut aussi s'interroger sur ce que recouvre l'image de l'intervieweur. Qu'est-ce que c'est qu'être un intervieweur de philosophe? Faut-il être un philosophe soi-même? De qui se fait-on l'écho? Parle-t-on en son nom propre ou au nom d'une pluralité? Et si oui, laquelle? Alors, comme le précise Mourican, qui a beaucoup travaillé sur l'entretien, donc dans l'entretien de presse, l'objectif consiste pour l'intervieweur à extraire une information contenue dans le système de représentation de l'interviewé. Et on peut se demander quelle est la nature de cette information s'agissant du philosophe. Et on serait a priori tenté de croire que s'entretenir avec un philosophe, c'est suivre une pensée qui se déroule à mesure qu'on l'écoute. Voilà, donc je passe maintenant, après ce petit détour sur la question de l'entretien, à tout ce qui touche à la prise en charge énonciative. Et voilà, et là, Christine, je te dirai parce que c'est Christine qui a le PowerPoint, donc désolée pour... voilà. Donc, au niveau énonciatif, dans l'ensemble du corpus que j'ai pu analyser, les philosophes ont tendance à avoir recours à un jeu embrayeur, c'est-à-dire un jeu pleinement assumé dans le ici et maintenant, accompagné très souvent d'un nous collectif, rarement d'un on omnipersonnel, mais on verra quand même un exemple de ce. Enfin, il y aura un exemple dans les exemples qui sont dans le PowerPoint. Donc, en gros, pour le dire autrement, on a une prédominance du jeu, mais qui fonctionne avec un nous collectif, rarement un on omnipersonnel, à part chez Régis Debray. Et puis, tout ça, ça va s'opposer à un groupe que forment les terroristes. Donc, il y a je, nous, contre les terroristes. Voilà. On peut s'en rendre compte dans le passage qui commence par « il me semble censé d'adapter à la situation actuelle », etc. Christine, je ne sais pas si tu peux le mettre à l'écran. Non, si, voilà, c'est ça. Donc, c'est cet exemple-là. Donc, en fait, là, j'ai mis en italique, j'ai mis en italique les pronoms. Donc, en fait, ici, tour à tour, Habermas se positionne comme je par rapport à d'autres instances discursives, ici, les experts, par exemple, mais on constate qu'il s'inscrit lui-même dans un nous collectif. Et on retrouve cela dans presque tous les textes que j'ai pu étudier. Donc, exemple suivant, pensez-vous, voilà, Christine, pensez-vous, voilà, je vous laisse regarder ça. Et puis, ensuite, on a un on, enfin, Régis Debray ajoute à ce nous collectif un on, que je signale quand même, qui commence par en dehors, voilà, en dehors de l'intérêt du consommateur et du taux de croissance, etc. Bon, j'ai conscience que là, je vous sollicite pour lire les exemples que je ne peux pas lire parce que malheureusement, je vais exploser le temps. Bon, en tout cas, pour commenter les choses, je dirais que si le jeu embrayé est très présent dans la plupart des cas, à l'exception de Régis Debray, qui, dans le corpus étudié, a recours plus systématiquement au « on », en fait, en général, le jeu réfère au locuteur dans sa singularité. Dans les textes étudiés, celui de Onfray apparaît comme très particulièrement marqué, comme celui de Bernard-Henri Lévy, qui vont, eux, jusqu'à se permettre l'expression d'une émotion. Alors, vous voyez, là, c'est le jeu philosophique assumé, mais avec des émotions. Je suis atterré de Bernard-Henri Lévy. Enfin, voilà, c'est les exemples qui sont ici à l'écran. Le phénomène kamikaze vient encore de frapper, etc. Alors, dans le même sens, on trouve chez Onfray, la France doit-elle se désolidariser, etc. Donc là, vous voyez, je suis en effet un partisan d'une remise à plat totale de la politique étrangère, etc.
Alors, tout ça, ça contraste en fait avec la prise en charge par exemple, d'un Roger Paul Droit, qui questionne, lui, ce jeu en posant clairement la question de savoir ce qu'il désigne. S'il désigne, par exemple, le philosophe interrogé comme représentant de la philosophie ou encore comme simple subjectivité. C'est l'exemple qui commence par « en outre ». En tout cas, voilà, ici, on a une réflexion un petit peu qui est esquissée autour de ce choix de l'énonciation, en fait, telle que la représente ici Roger Paul Droit. Mais dans les différents textes étudiés, ce que j'ai pu constater, c'est que les philosophes les plus médiatisés ont tendance à marquer plus explicitement leur subjectivité, en affichant des prises de position fortes et souvent en mettant en scène une émotion. Alors, c'est le cas chez Bernard-Henri Lévy, qui est là en exemple, Onfray aussi. Et lui, il va jusqu'à faire part de ses inquiétudes, etc. Hélas, oui, je le crains, c'est l'exemple qui est juste après. Voilà. Alors, pour juste conclure sur ces phénomènes énonciatifs, en fait, bien que les textes soient pris en charge selon finalement des modalités qui sont différentes, à peu de choses près, on va dire, dans les réponses des philosophes, y compris dans les réponses des philosophes qui affichent une subjectivité vraiment visible, en fait, ce qui domine vraiment, c'est le recours aux modalités déontiques. Voilà, donc j'arrive à ma deuxième spécificité, donc les modalités déontiques. Alors, le philosophe, dans l'entretien de presse, a tendance à multiplier le recours aux modalités déontiques. Alors, ces modalités, elles expriment ici, pour la plupart, l'obligation, le devoir, le conseil et la recommandation. La modalité alétique y est représentée par les jugements de nécessité, exprimés le plus souvent par le verbe impersonnel « falloir » et les expressions impersonnelles comme « il convient de »,« il est nécessaire de ». On peut s'en rendre compte ici dans les exemples qui commencent par « la société civile doit arrêter ». Voilà, c'est ça, merci Christine. « Il faut arrêter », etc. Donc là, il y a toute une série d'exemples. Christine, tu peux définir tous les exemples là, jusqu'à la première chose à faire, parce que c'est, voilà. En fait, moi, je trouvais, à travailler sur ces textes, qu'on est frappé à la lecture de ces extraits par la manière dont les philosophes énoncent des injonctions, posent une action à faire ou à ne pas faire, en se donnant une autorité particulière. Ces injonctions sont en fait suscitées et consolidées en plus par les questions posées aux philosophes par le journaliste. Je vais en parler après, mais bon, voilà, dans l'idéal, j'aurais aimé qu'on ait une petite discussion, même déjà maintenant, sur ces modalités déontiques, mais bon, on le fera après. Mais en tout cas, c'est vraiment très frappant, en fait, de voir que le philosophe voilà, donne des choses, des recommandations importantes sous la forme de modalités déontiques. Voilà. Alors, en fait, il y a une image du philosophe qui est construite aussi par le journaliste qui va consolider justement toutes ces modalités déontiques. C'est-à-dire que l'analyse du type de questions posées par les journalistes aux philosophes est intéressante à considérer pour comprendre en fait l'image du philosophe qui se construit à travers l'interview. Ces questions peuvent être classées selon différents types que je mentionne ici. Donc, tour à tour, le philosophe est interrogé sur une manière de faire ouverte par des questions qui commencent par comment, sur sa capacité analytique, ce qu'il pense d'eux. Et il y a une autre série de questions qui l'interrogent sur l'état du monde. Donc, c'est tous les exemples. Merci Christine, oui, c'est ça. Voilà, donc comment doit, selon vous, réagir la communauté internationale? Comment envisagez-vous les suites de la guerre? Enfin, ce sont vraiment des questions très, très... voilà. En fait, ces questions, elles contrastent avec une série d'autres introduites par « Que pensez-vous d'eux ?»
qui semble, quant à elle, solliciter le philosophe dans sa capacité d'analyse, dans sa posture de penseur. Voilà. Le président François Hollande veut définir un état de guerre adapté à la situation. Que pensez-vous de cette discussion, etc. Bon. Et en fait, elle-même, ces questions contrastent aussi avec celles qui sont plus nombreuses, qui placent le philosophe dans une situation particulière par rapport à d'autres instances discursives. Le journaliste est à travers lui l'instance discursive dont il se fait le représentant, puisque ici, il prête au philosophe le pouvoir d'accéder à une sorte de vérité ultime. Alors ça, c'était vraiment des passages qui m'ont paru vraiment très intéressants, des phrases du style « Le monde contemporain se trompe-t-il » c'est juste après, voilà. La laïcité peut-elle répondre au désir du sacré de l'individu? Bon, quelle est la source de nos mots? Voilà une vraie question hein, qui est énorme. En tout cas, ce pouvoir d'éclairer, il culmine même dans certains passages en un pouvoir quasi prophétique où l'on demande aux philosophes quasiment de prédire le futur. Alors, c'est assez amusant, mais voilà, mesure-t-on la nature, l'envergure, le sens de l'empreinte que cet événement laissera? Bon, là, ça va, on est dans le futur, mais parfois, c'est vraiment quelque chose qui relève vraiment presque de la prophétie, en fait. Hein. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que c'est le journaliste qui érige le philosophe en prescripteur aussi, hein, et il en fait tour à tour un conseiller et aussi, comme je le disais là juste maintenant, un prophète. Et si on lui demande un diagnostic sur le monde, souvent le philosophe est perçu comme doté d'un pouvoir qui serait d'être à la fois dans la société et aussi en dehors d'elle. Aussi, on pourrait dire qu'on attend du philosophe des remèdes, des solutions. Voilà. On attendrait des remèdes, des solutions. Dans la plupart des cas, en fait, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il est difficile de situer l'autorité au nom de laquelle parle le philosophe. Sa parole apparaît comme autorisée, sans qu'il soit souvent possible de retrouver l'origine de sa légitimité énonciative. Les termes par lesquels cette autorité se désigne sont en fait finalement des rappels récurrents aux valeurs. Alors ça, c'est un élément aussi très très important. Donc c'est à partir de l'exemple, la société civile doit se garder de sacrifier sur l'autel. C'est juste après Christine, voilà. Un peu après la société. Voilà, c'est ça, c'est ces textes-là que je vous laisse regarder. Donc, en fait, oui, j'ai essayé de retrouver l'autorité à partir de laquelle, parle le philosophe, et ce que j'ai pu constater, c'est que tout son discours est en fait basé sur, s'appuie en fait pour légitimer ses propos sur un appel aux valeurs, en fait, hein, qui est assez récurrent, que vous pouvez découvrir dans les exemples qui sont à l'écran. J'arrive à on va dire la dernière spécificité de ce type de discours, c'est le recours à la réflexion sur le lexique comme geste spécifiquement philosophique. En fait, c'est l'avant-dernier. Alors, dans un long entretien, Derrida, interrogé par un journaliste sur la différence entre un intellectuel et un philosophe, avance que pour lui, en fait, le philosophe, c'est celui qui prendra toujours de la distance par rapport au langage, d'où son souci de distinguer différentes significations de termes, de démêler les sens multiples et parfois embrouillés de concepts porteurs d'une longue histoire, de faire ressortir leurs diverses faces. Et le souci aussi de montrer en quoi elles se différencient et parfois se superposent. Alors, donc, dans l'exemple qui commence par « c'est une question difficile », etc., bon, j'ai essayé de reproduire un peu des extraits de ce texte de Derrida. Mais dans les entretiens que j'ai étudiés, la plupart des textes montrent en effet un effort pour sans cesse interroger le philosophe sur l'adéquation entre le mot et la chose. Alors là, vraiment, c'est quasi systématique et il y a de nombreux passages qui en témoignent.
Je vous en livre quelques-uns qui commencent par « Pensez-vous que nos dirigeants aient eu raison de parler de guerre ?» Là, il y a toute une série d'exemples qui suivent. J'espère que ce n'est pas trop petit. En fait, nombreux sont aussi les passages dans lesquels le philosophe interroge le philosophe sur le lexique ou dans lesquels le philosophe insiste sur le fait de ne pas utiliser de manière abusive tel terme. Il s'agit en fait de mimer ici tout le travail philosophique qui consiste à montrer une extrême vigilance quant aux termes employés. Et cette attention est d'autant plus importante quand, autour des attaques terroristes, certains ont avancé le mot de guerre pour qualifier ces actes. Voilà, donc là, il y a les extraits que j'ai voulu vous donner autour de Roger-Paul Droit à l'évocation de ces attentats en France. Christine, c'est un peu plus bas, mais merci parce que tu as agrandi les textes en attendant. À l'évocation des attentats en France. Bon. Je suis désolée pour la rapidité de tout ça, mais bon, c'est la grève mélangée à la tempête là où je suis qui font que... Voilà. En tout cas, dans la mesure où il montre une rigueur particulière dans son analyse des termes, le philosophe serait plus apte à accéder à l'identification de ce qui surgit dans l'actualité. Évidemment, là, il faut bien utiliser le conditionnel. Voilà. Et pour terminer sur la spécificité, avant de conclure et de laisser un petit espace pour la discussion, donc j'ai noté aussi que les passages dans lesquels les philosophes interviennent dans la presse sont souvent des passages, des textes dans lesquels où il y a forcément un moment où il y a une réflexion sur comment penser l'événement en philosophe. Donc, effectivement, j'ai trouvé dans les entretiens une constante réflexivité, comme si l'entretien philosophique dans la presse consolide la place majeure de la philosophie dans le débat public et la vie de tous les jours. C'est particulièrement perceptible dans les entretiens où la philosophie est prise pour thème. Ce qui est alors interrogé, c'est son pouvoir, son utilité. Et la philosophie est présentée comme une discipline qui serait indispensable. Alors là, c'est le passage, oui, c'était celui-là, le travail du journaliste est de commenter ce qui advient, celui du philosophe de mettre en perspective ce qui est avec les conditions qui ont rendu possible ce qui advient. Le chef de l'État parle d'actes de guerre, les républicains et le Parti socialiste aussi. Tout le monde semble enfin convenir qu'il s'agit d'actes de guerre, bon, etc. C'est un extrait d'Onfray, mais là, pour une fois, il essaye, c'était une période où il essayait de faire des choses, on va dire, intéressantes. Mais bon, en tout cas, les philosophes ne se contentent pas de parler du terrorisme, ils abordent la manière dont la philosophie peut intervenir sur des questions liées à l'actualité et par là, légitime l'entretien lui-même. Et voilà, c'est une très bonne nouvelle. J'arrive à ma conclusion. Encore une fois, je veux sauver un échange avec vous. Et donc, voilà. Donc, quelques éléments pour conclure. Donc, contrairement aux sociologues, aux politologues, à l'historien, le discours philosophique se veut prescripteur. Discours normatif, il se rapproche sur ce point de vue, d'une certaine manière, du discours religieux. Et une analyse d'ailleurs de la prise de parole du pape sur la question du terrorisme montre en fait des similitudes avec les textes que j'ai pu étudier, puisqu'il tient un discours qui se veut, le philosophe tient un discours lui aussi qui se veut souvent d'apaisement, qui recherche l'harmonie plutôt que la polémique. Faire intervenir un philosophe sur des événements qui saturent les médias à un moment donné pose des questions intéressantes aussi sur la temporalité philosophique, parce que le philosophe est celui qui répond avec du recul. Mais quand il intervient dans la presse, il risque, comme le rappelle Jacques Derrida, d'être confronté à un problème de double temporalité. Les interventions courtes, immédiates, parce qu'elles se glissent dans un code relativement commun, ont une chance d'être assez vite entendues, mais les autres, celles que Derrida appelle radicales, peuvent rencontrer des destinataires en nombre limité, relativement peu visibles, formés d'une certaine manière
et qui seront les médiateurs eux aussi incertains d'une parole qui ne résonne pas immédiatement. Ce n'est donc pas simplement une question de rythme, et puisque c'est aussi une question de destinataire et d'audience. Voilà, donc en fait, là, j'ai vraiment fait au mieux, au plus vite, et j'en suis vraiment désolée. J'espère que vous avez pu suivre un petit peu. Et je serai très contente de répondre à vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup, Malika. Merci pour voilà, c'était vraiment pas Non, facile. Donc merci pour l'exercice ouais, c'était pas facile. Ouais. voilà, d'avoir su maintenir la séance et échanger. Alors, Mm. Johannes, voilà, je te donne la parole. Oui, bon, c'était parfait. Merci beaucoup pour avoir présenté ta communication. J'aurais une question à propos euh, de la lutte autour de l'étiquette du philosophe. Bien En sûr. fait, j'imagine qu'il y a des contextes assez spécifiques dans lesquels l'étiquette de philosophe fait une différence. Il y a bien sûr en fait une certaine légitimité qui est attachée à cette étiquette dans un contexte médiatique en France. Et ça dépend bien sûr des formats de communication. Mais il y a aussi voilà, le contexte académique où c'est une lutte assez différente. Donc, j'évoque cette question parce que je me demande si derrière cette étiquette, il y a vraiment une homogénéité de pratique ou de discours. Parce que parfois, en fait, j'ai l'impression que on met ces étiquettes-là, c'est pas seulement les étiquettes de philosophes, mais n'importe quelle étiquette de ceux qui parlent dans les discours, pour rendre visible et légitime toutes sortes de positions de dénonciation. Et donc, Très juste, ouais. voilà, s'il y a donc une lutte autour de cette question, comment étiqueter les participants du discours, je me demande comment on peut voilà, avoir une idée de ce genre d'un discours philosophique. Alors, c'est effectivement, de toute façon, la question de l'étiquette de philosophe, elle se pose de manière vraiment cruciale, effectivement, dans tout le corpus sur lequel j'ai travaillé. Alors, donc, en fait, moi, j'ai fait un choix, c'est celui de considérer que chaque personne qui utilisait l'étiquette de philosophe, en fait, moi, je considérais que je traitais ça, en fait, comme un discours qui pouvait émaner voilà, d'un point de vue philosophique. Voilà. Mais effectivement, derrière cette étiquette, il y a beaucoup de... Il y a différentes postures, en fait. D'ailleurs, à travers les exemples que j'ai donnés, on pouvait un tout petit peu s'en rendre compte. Il y a, par exemple, les philosophes qui sont académiques, mais qui sont pour certains médiatisés. Il y a aussi les philosophes qui sont hyper médiatisés et qui n'ont pas vraiment construit de philosophie particulière. Donc, bon, alors moi, en fait, mon intérêt, c'était d'essayer de comprendre justement qu'est-ce qui résiste malgré tout derrière ces étiquettes. Et il y a quand même une posture philosophique, en fait, qui est là, présente. Et c'est celle-là que j'essaye de comprendre et d'identifier. Et par exemple, par rapport à tout ce que j'ai pu énoncer comme particularité dans les prises de parole des philosophes dans la presse, vraiment, ça, c'est même si les philosophes qui s'affichent philosophes ne sont pas vraiment philosophes, j'ai quand même retrouvé des caractéristiques assez récurrentes qui me permettent de dire que, voilà, intervenir dans la presse aujourd'hui avec cette étiquette de philosophe, c'est être amené à parler de cette manière-là, en fait. Mais évidemment, là, je ne me situe plus dans le discours académique, forcément, voilà, totalement, en fait. C'est un élargissement, en fait, que je propose
parce que il me semble qu'il y a quelque chose quand même de philosophique, enfin, qui concerne la philo qui est là et qu'il faut essayer de comprendre ce qui se joue là, en fait. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais bon. Y a-t-il d'autres questions? Luciana, oui? Très brièvement, et je ne veux pas vous faire louper votre train, Maïssa. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir écouté. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le discours des intellectuels. Je travaille encore et je voulais vous poser une question directement, même si j'aurais pu faire une introduction plus longue. Oui. Est-ce que tous les travaux sur les intellectuels médiatiques peuvent-ils être utiles à l'analyse de la place du philosophe dans les médias de tout court? Et j'ai bien fait attention à la citation de Derrida que vous avez mise dans les slides. Ouais. Et ben, en fait, moi, je pense qu'il y a quelque chose de différent, en fait, justement. Ouais. C'est pour ça que j'ai essayé aussi de mener ce travail. J'ai vraiment le sentiment que oui, il y a quelque chose qui se joue différemment dans la posture philosophique, en tout cas celle que le journaliste crée parfois simplement, mais en tout cas, il y a quelque chose de particulier. Alors oui, Derrida semble dire que oui, c'est très spécial ce rapport au langage peut-être. Alors après, effectivement, on pourrait dire que n'importe quel intellectuel des sciences humaines et sociales peut-être ferait la même chose, mais j'ai pas franchement l'impression, avec tout ce que j'ai pu analyser là, j'ai constaté quand même des différences. Et puis peut-être que ces modalités déontiques et cet appel aux valeurs, il est vraiment très très spécial chez le philosophe en fait. En tout cas, entre guillemets, le philosophe, parce que voilà, celui qui est représenté comme étant philosophe dans les médias. Merci, Malik. De rien, je vous en prie. Monsieur Guérini? Oui, mais merci. J'ai été très, très content de voir que vous aviez pris l'initiative de cette présentation. Je trouve que c'est extrêmement stimulant et surtout de le prendre effectivement par le biais de ces médiateurs que sont les philosophes interrogés par des journalistes. Je trouve que c'est extrêmement important. Je voudrais simplement mettre l'accent sur un point qui me paraît découler d'ailleurs du choix que vous avez fait des citations en question, c'est que le philosophe est ici interrogé en tant qu'il est quelqu'un qui, dans une situation de crise, peut proposer un point de vue d'ensemble, si vous voulez, un point de vue plus général. C'est la raison pour laquelle je pense qu'effectivement, interroger un sociologue ou un historien, ça n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui est censé incarner un effort de totalisation. C'est ça. Alors, on sait à quel point, justement, cette totalisation est dangereuse. Parce que effectivement, c'est là qu'apparaissent les volontés totalitaires, c'est-à-dire les volontés de rendre compte de manière absolue d'une situation. En revanche, le philosophe, dans la mesure où il est quelqu'un qui interroge, qui s'interroge, est quelqu'un qui peut proposer non pas une totalisation close, mais une ouverture, une problématique ouverte. Vous voyez, et c'est assez caractéristique, justement, dans le cas, par exemple, d'Habermas, de voir, comme vous l'avez montré, qu'il fait appel à des valeurs, alors qu'il est d'ailleurs assez hostile à cette notion de valeur, par ailleurs. C'est-à-dire que dans la situation de crise, il est bien obligé d'en référer à ce qui est le plus partagé par la communauté à laquelle il s'adresse. Et donc, la question de la crise et donc du désarroi dans lequel se trouvent les gens et de la difficulté qu'ils ont à répondre aux questions qu'ils se posent explique qu'il y ait cette réquisition du philosophe. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est enfin voilà, en gros, on sait plus vers qui se tourner. Alors voilà, on fait appel au philosophe à qui on prête un pouvoir quasiment, comme je disais, un peu prophétique, mais c'est aussi ce pouvoir d'être à la fois dans la société et aussi en dehors d'elle, pour avoir ce regard un petit peu dedans, dehors.
Et effectivement, et ça, il me semble effectivement que c'est quelque chose qui est très propre aux philosophes, enfin en tout cas l'image fantasmée en fait qu'on pourrait se faire du philosophe. Et je n'ai pas l'impression qu'effectivement là, à ce niveau-là, on puisse dire que s'adresser à un historien, ça serait pareil. Enfin, donc effectivement, enfin, il y a quelque chose qui me paraît effectivement assez spécifique et il y a des enjeux autour de la prise de parole, enfin de la demande en fait sociale adressée aux philosophes, effectivement à un moment donné. Et c'est surtout pendant le moment de crise, et vous avez bien raison d'insister là-dessus. Et bon, moi, c'était au départ un peu une curiosité de me dire, mais voilà, comment le philosophe va faire pour gérer une situation d'urgence, comme le dit Derrida, hein, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, il y a cette idée que la crise, elle est là et que du coup, voilà, le philosophe, c'est quelqu'un qui va rassurer, qui va essayer de faire entrer aussi les personnes dans une autre dynamique un peu temporelle, enfin, sortir de l'urgence, revenir à des choses où on essaie de comprendre ce qui se joue dans notre rapport au monde à ce moment-là, en fait. Et puis en travaillant justement au plus près des mots. Et c'est un peu le garde-fou aussi contre une espèce de panique, d'usage un peu abusif en fait du langage dans des moments de crise aussi peut-être. Ouais. Oui, j'ajouterais simplement là que le travail que vous avez fait là est à mettre en relation avec la demande sociale qui s'exprime dans les cafés philosophiques ou surtout depuis toutes les organisations qui sont menées autour de la philosophie en France, hein, et c'est un phénomène tout à fait important actuellement. Oui. Moi, j'essaye de m'intéresser à tout ça, effectivement, et vraiment de considérer ça de la manière la plus attentive et voilà, la plus importante aussi. Parce qu'il y a des enjeux autour de ça et je trouve que c'est tout à fait passionnant. En tout cas, je trouve qu'en France, il y a un phénomène très intéressant comme ça de recherche, de diffusion de la philosophie. Et bon, après, voilà, qu'est-ce qu'on entend derrière ce mot? Voilà, on peut discuter, mais en tout cas, il y a quelque chose d'important autour de ce phénomène et qui prend des modalités très, très variées. Ça peut être des événements, des rencontres, mais il y a aussi d'autres choses. Et c'est un vrai phénomène, en fait, français, sans doute. Voilà, mais merci pour tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. C'est gentil, merci. Ouais. Alors, je me permets juste pour rebondir, je trouve qu'en creux, ce serait, je ne sais pas si tu l'as fait, Malika, de recenser les crises pour lesquelles on sollicite les philosophes, parce qu'en creux, ça aussi, je trouve, ça éclaire les crises qui sont potentiellement éclairées par les philosophes. Et je me demande si, par exemple, au moment des Gilets jaunes, est-ce que les philosophes... C'est intéressant, oui, c'est vrai. Ouais, je devrais regarder, effectivement, en fonction des diverses crises de la société. Est-ce que, oui, par exemple, même autour du Covid, est-ce que les philosophes étaient si présents que ça? Peut-être pas, hein, dans les plateaux, là. Il y avait beaucoup de médecins, mais c'est vrai que ça serait intéressant de faire une comparaison. Merci, ouais. J'avais pas pensé à faire ça, mais ça peut être effectivement très, 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 très important. À quel moment vraiment? Voilà, qu'est-ce qui relève finalement de la philosophie et qu'est-ce qui ne relève pas de la philosophie? Je trouve ça en dit aussi, ouais, c'est vrai. Tout à fait. Ça en dit long aussi sur le périmètre de la philosophie, ce qu'elle peut apporter, d'examiner le type de crise pour lesquelles on sollicite les philosophes. Mais ouais, c'est une très très bonne remarque. Merci beaucoup, Christine, aussi. C'est très intéressant. Oui, je trouve dans les échanges, dans les relations médias, justement, sphère académique et intellectuelle, je trouve ça intéressant de voir qui on sollicite quand et pour quel type Absolument, ouais. Ça dit déjà beaucoup de choses, ouais, sur la représentation aussi qu'on se fait du philosophe, en fait. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais, c'est juste. Ouais. Alors, il y a dans Véronique Magot qui indique que les écrits philosophiques sont également prescriptifs, ce que le genre interview renforce peut-être. Faites-vous une différence en fonction du contexte? Alors, je vais relire ça. Donc, alors, une différence en fonction du contexte, c'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire juste, enfin, une différence de quel... Ah, contexte médiatique, merci. Oui, en tout cas, c'est les médias qui semblent
créer ça, en fait, cette dimension prescriptive peut-être. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue là autour du dispositif médiatique, effectivement. Ouais. Parce qu'en général, le philosophe, en dehors de ce circuit de communication là, médiatique, il n'est pas si prescripteur que ça. En fait, il a autre chose à faire. Hein. Il doit créer des concepts, etc. Mais ouais, non, je crois qu'effectivement, c'est le support médiatique qui va, enfin en tout cas ici l'entretien, oui, qui joue beaucoup en fait. Hein. C'est les journalistes en fait qui créent tout d'une certaine manière. Enfin c'est eux qui décident un peu. Enfin c'est eux qui créent une image stéréotypée de tous les intellectuels, hein, sociologues, historiens, politiciens, et philosophes aussi. C'est-à-dire que, moi, je défends l'idée qu'il y a vraiment une construction stéréotypée des images, en fait, des philosophes et qui a à voir avec les médias, en fait. C'est eux qui... voilà, j'ai travaillé aussi beaucoup sur l'image des philosophes dans la presse et il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont créées par le support médiatique et qui en fait finalement deviennent un peu, qui font autorité après aussi d'une certaine manière. Enfin, je sais pas, il y a un circuit en fait peut-être, et c'est pas, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là en fait. En tout cas, l'image stéréotypée, j'ai beaucoup aussi travaillé sur les images stéréotypées des écrivains dans la presse. C'est pareil, en fait, hein, c'est très intéressant parce qu'il y a une histoire de ça aussi. Et voilà, même avec une étude sémiologique, on arrive à voir, à comprendre pas mal de choses, en fait. Et là, précisément, la dimension prescriptive, elle est créée dans le jeu des questions-réponses avec le journaliste, en fait. Dans l'hétérogénéité discursive qui se crée là, il y a une dynamique qui va... voilà, c'est parce que, c'est performatif, hein, c'est-à-dire que le journaliste interroge d'une certaine manière et du coup crée en fait une posture de la personne interviewée. Voilà. Peut-être rapidement, Johannes, parce que je vois qu'il est 15 heures. Ouais. Ouais, il est 15 heures. Oui, je me demande si tu as des idées sur les aspects comparatifs de ce discours. Ouais. Si on compare ces discours médiatisés des philosophes en France avec des discours dans d'autres pays, est-ce que tu as des idées là-dessus? Ah oui. Oui, en fait, j'ai commencé un petit peu à... Voilà, j'aimerais bien faire un travail là-dessus. Et j'ai un peu commencé, oui, avec l'Allemagne, l'Espagne aussi, l'Angleterre, en fait, l'Italie. Alors, en fait, je sais que, par exemple, l'Italie se distingue complètement, enfin, vraiment, parce que là, d'abord, le philosophe en Italie, il ne sera jamais dans les médias parce qu'on considère que le philosophe, c'est un rêveur. Et alors, c'est bien le dernier qu'on va Malika, on t'a perdu. Je ne sais pas, il y a un problème de son. En fait, c'était pas audible. On a entendu en Italie, le philosophe est perçu comme un rêveur, donc c'est le dernier qu'on va interroger. Malika, je suis désolée, on n'entend plus en fait, on n'entend pas. Bon, comme il est 15h02, voilà, on a perdu Malika. Bon, mais je vous propose, je vais arrêter l'enregistrement. Merci à toutes et tous, merci à Malika. Et donc, rendez-vous le 14 avril prochain pour écouter Alice Krieg-Plang autour de ce questionnement autour d'un livre de Philippe Pautou et qu'elle a analysé et exploré au regard de l'analyse de discours. Ah, Malika, je vois que tu es revenue. Alors, voilà, Malika m'appelle. Donc, je vais couper l'enregistrement. Merci à toutes et tous.